Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'information de ce mercredi 15 mars 2017. Fin des 100 jours de grève du secteur de la santé publique au Kenya. Le gouvernement et les représentants des médecins ont signé un accord mardi. Environ 5000 otages ont été libérés dans une zone située entre le Nigeria et le Cameroun. Ils étaient retenus par des membres du groupe islamiste Boko Haram. Et en Syrie, cela fait 6 ans que le conflit a démarré le 15 mars 2011. 320 000 morts, 1 million de blessés, 11 millions de réfugiés. Un véritable crime de guerre pour les Nations Unies. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal avec la fin du conflit social qui a paralysé le système de santé publique du Kenya pendant 100 jours. Le gouvernement et les représentants des personnels médicaux ont signé mardi un accord. Le document ne porte pour le moment que sur un retour au travail. De nouvelles discussions devront ensuite parachever sous 60 jours les négociations autour des demandes d'augmentation de salaire. Depuis le début de leur mouvement, les médecins réclament l'application d'un accord de négociation collective signé en 2013 et qui prévoit une multiplication par 3 de leurs revenus. Outre les salaires, les personnels médicaux publics réclament aussi de meilleures conditions de travail, notamment de meilleurs équipements dans leurs hôpitaux. Les membres du gouvernement et les syndicats des médecins publics se sont félicités de leur accord qui met fin à une grogne sans précédent et qui a gravement affecté l'accès aux soins des Kenyans les plus modestes. Je veux saluer la contribution de tout le monde pour constater que nous sommes sortis de l'impasse. Cependant, il est regrettable que cela ait pris aussi longtemps. Les Kenyans ont souffert et je suis certain que nous ne pouvons pas comprendre l'ampleur de la souffrance ressentie par les Kenyans ordinaires durant ces 100 jours. Il ne peut pas y avoir de séparation entre les droits des patients et les droits des médecins. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux que le syndicat des médecins ait enfin mis un terme à la grève. Nouveau revers pour le groupe islamiste Boko Haram. Plus de 5000 personnes ont été libérées mardi à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, selon les autorités. Dans son annonce faite le jour même, le ministre camerounais de la communication Issa Chiroma Bakari a également précisé que des dizaines de djihadistes avaient trouvé la mort suite à l'opération de libération des otages. M. Bakari est également revenu en conférence de presse sur le rapport d'Amnesty International concernant le Cameroun. Les détails avec Bernard Samael Pomme. Ils sont plus de 5000 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, repris des mains du groupe Boko Haram, tous jusque-là retenus comme otages. Aujourd'hui en liberté, ils ont été conduits à Banki, en terre nigériane, pour recevoir des soins médicaux. Depuis près de 2 mois, les forces militaires camerounaises et nigérianes mènent l'assaut dans les monts Mandara, une localité située entre les deux pays. L'opération baptisée Tandatu, qui visait à délocaliser les bastions des terroristes dans la zone, a permis aux soldats d'appréhender 21 suspects. 60 terroristes auront moins de chance et vont trouver la mort. Côté camerounais et nigérian, aucune perte en vie humaine enregistrée. Pour le reste, un dépôt pétrolier illicite et une usine à explosifs ont été détruits, selon les propos de Issa Chiroma Bakari, ministre camerounais de la communication. Dans les frappes aériennes, l'une des résidences servant de cache pour les extrémistes est aussi effacée de la carte. Et alors que la situation s'y prête, l'un des sujets épineux s'invite dans la conférence de presse. Questionné, le porte-parole du gouvernement est revenu sur le rapport d'Amnesty International. Dans ce rapport d'il y a quelques jours seulement, l'ONG accuse les soldats camerounais de violation des droits de l'homme. L'occasion pour le ministre de redire la position de son pays. Amnesty ne fait pas un travail de terrain. Tout leur objectif est de ternir l'image du Cameroun. L'on apprend alors que plusieurs accréditations ont été envoyées par le gouvernement à l'ONG, qui n'a cependant jamais accepté une descente sur le terrain. Les attaques suicides se multiplient dans les environs de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria. Un attentat a fait au moins 2 morts et 16 blessés mercredi, aux alentours d'1h15 locale. L'Agence nationale de gestion des urgences rapporte que 4 femmes kamikazes se sont fait exploser près d'une gare routière dans le quartier d'Ousmanti, à la périphérie de Maïdougouri. Ousmanti abrite un important camp de déplacés suite au conflit entre l'armée et les djihadistes de Boko Haram. Ces dernières semaines, Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, est le théâtre de nombreuses attaques suicides attribuées à Boko Haram. Près d'1 million d'habitants de l'État de Borno et de la région du lac Tchad y ont trouvé refuge. Au Cameroun, un incendie a ravagé un marché de la ville de Bamenda dans la nuit de lundi à mardi.
Aucune perte humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Plusieurs dizaines de boutiques du food market de cette ville du nord-ouest anglophone du Cameroun ont été détruites par le brasier qui a pris au petit matin. Pour le moment, les causes de l'incendie restent inconnues, même si les autorités locales privilégient une piste criminelle en rapport avec la crise dans la zone anglophone. Une enquête a été ouverte pour déterminer la nature et les circonstances précises du drame. Toujours au Cameroun, dès cette année, les journalistes acteurs des médias seront primés dans le cadre du journalisme de paix. Cette récente initiative est l'œuvre du journaliste Jolly Coum. Sa mission, valoriser les contenus médiatiques qui doivent être en ligne droite avec les objectifs de paix et de sécurité, comme par exemple la situation des populations anglophones du Cameroun, toujours d'actualité. Violetta Massoussi et Stéphane Noah pour les détails. Parce que le monde est dévasté par des guerres conventionnelles, des conflits asymétriques, mais aussi par le fondamentalisme, des situations qui se répercutent sur les médias. Une raison qui aurait poussé l'entreprise Peace and Communication à mettre sur pied Peace Media Awards. Peace Media Awards pouvait être considéré comme un auxiliaire des règles éthiques et déontologiques de la profession de journalisme. Parce que le journalisme bien fait, selon les règles de l'art, consacre un média qui intègre très simplement un cadre normal. C'est-à-dire qu'un média qui fonctionne et qui respecte les règles éthiques et déontologiques est dans le sillage du journalisme de paix. Je le dis et j'insiste. Ce concept qui vise la promotion, la culture de la paix par les contenus médiatiques a été officiellement lancé vendredi dernier à Yaoundé au Cameroun. Une action qui vise à primer les acteurs des débats dans les médias, des animateurs de certaines tranches d'antenne, les patrons des médias, les institutions relevant du domaine de la communication et même des organisations dont les actions ponctuelles ou permanentes influencent positivement la vie des médias. L'objectif d'un tel concept est clair, conscientiser tous les acteurs des médias, mais surtout valoriser le journalisme de paix. Le journaliste de paix peut contribuer à la conservation ou à la création de la paix en cherchant des solutions. Il peut essayer de trouver des sorties d'une crise et il a même le devoir de chercher des solutions. Peace and Communication, première édition, c'est ce 4 mai 2017 à Yaoundé. 15 mars 2003, 15 mars 2017. En République centrafricaine, cela fait 14 ans que François Bozizé, porté par la rébellion Séléka, a temporairement pris le pouvoir par la force. La contre-offensive des groupes armés anti-Balaka a continué de plonger un peu plus le pays dans le chaos. Et 1 an et 1 jour seulement après l'élection du dernier président du pays, Faustin Archange Touadéra, le retour à la sécurité semble toujours très difficile en dehors de la capitale Bangui. Derniers exemples en date, les violences ces dernières semaines dans la préfecture de la Ouaka, au centre du pays. 11 personnes ont été tuées entre le milieu de la semaine dernière et le week-end dernier par des membres d'un groupe armé, 9 à Mambissi et 2 à Tagbara. Les responsables n'ont pas encore été identifiés. Il pourrait s'agir d'anciens rebelles Séléka, membres de l'Unité pour la paix en Centrafrique d'Alindaras, ou de la faction rivale, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, dirigé par Noureddine Adam. Les deux camps s'affrontent depuis novembre dans les régions de Bambari et de Bria. Le conflit centrafricain initié en 2013 a fait au total plusieurs milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Au nord du Burkina Faso, 2 personnes ont été enlevées et un établissement scolaire a été incendié dans une attaque. Les auteurs non identifiés ont mis le feu à l'école de Baraboulé, près de Djibo, dans la province de Soum. Ce n'est pas la première attaque contre un établissement scolaire dans la région. Il y a 2 semaines, des djihadistes du groupe Ansar al-Islam avaient abattu 3 personnes à Kourfayel. Les enseignants avaient alors protesté contre l'attaque, appelant les autorités à améliorer la sécurité dans le nord du Burkina Faso. Plusieurs écoles de la zone ont récemment été menacées. Les djihadistes leur demandent d'enseigner en arabe au lieu du français, la langue officielle du pays. Au nord du continent, de nouveaux combats ont éclaté à Tripoli entre des groupes armés rivaux.
Mardi, les troupes loyales au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort des autorités de l'Est de la Libye, ont annoncé la reprise de 2 importants sites pétroliers dans le croissant pétrolier qui étaient tombés aux mains de groupes armés rivaux. Le 3 mars, les sites de Ras Lanouf et d'Al Cedra avaient été occupés par les brigades de défense de Benghazi. Le gouvernement d'union nationale peine à asseoir son autorité dans la capitale libyenne Tripoli. La Libye reste plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Le chef des forces de sécurité de Tripoli s'exprime au sujet des récents affrontements dans la capitale. Aujourd'hui, les forces de sécurité de Tripoli ont pénétré dans le quartier d'Andalous à la demande des citoyens pour les protéger. Tout le monde sait que le quartier d'Andalous a été victime de nombreux enlèvements et de meurtres. La Commission de l'Union africaine a un nouveau dirigeant. Mardi, depuis le siège éthiopien de l'institution à Addis Abeba, Moussa Faki Mahama a pris la succession de l'ancienne présidente, la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. L'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, âgé de 56 ans, arrive à la tête de l'exécutif de l'Union africaine. M. Faki a été élu à la présidence de cette institution qui regroupe 54 pays en janvier dernier. Lors de sa prise de fonction mardi, le nouveau président de la commission de l'UA a promis de réformer l'Union africaine sur la base d'un rapport du président rwandais Paul Kagame. Le document recommande des réformes de l'UA sur des problématiques clés, comme par exemple la politique, la paix ou encore la sécurité. Dans son intervention, M. Faki a également promis de s'attaquer aux nombreuses crises traversées par le continent africain. La précédente présidente de la commission de l'UA a notamment mentionné la famine qui affecte gravement 20 millions d'habitants dans 4 pays, dont 3 d'Afrique, que sont la Somalie, le Soudan du Sud et le Nigeria. Lorsque la commission sortante s'apprêtait à arriver au terme de ses fonctions, nous avons réalisé que l'on faisait face à un défi énorme de la famine au Soudan du Sud et en Somalie. Un phénomène exacerbé par des conflits dans ces 2 pays et d'autres. Faire taire les armes et dessiner une Afrique débarrassée de conflits à l'horizon 2020 demeure l'objectif à moyen terme sur lequel mon regard restera imperturbablement fixé. Hisser les femmes et les jeunes à la place qui leur revient dans la promotion de la paix, du développement et la renaissance africaine. Je suis résolu à faire de la moitié du ciel africain, que sont les femmes, et des porteurs de l'avenir, que sont nos jeunes, le cœur palpitant de notre projet. Et toujours en Éthiopie, le bilan de l'éboulement de la décharge d'ordures de Koché samedi s'alourdit. Ce sont actuellement 113 personnes qui ont perdu la vie près d'Addis Abeba. Un mot de santé à présent. Au Burundi, le ministère de la Santé publique a annoncé mardi une épidémie de paludisme. Environ 1 800 000 cas et 700 décès ont été enregistrés par l'Organisation mondiale de la santé entre le 1er janvier et le 10 mars 2017. Une augmentation de 17% par rapport à la même période l'année précédente. La population du Burundi est de 11 200 000 personnes au total. Parmi les zones les plus touchées, le nord du Burundi, où les seuils épidémiologiques ont été largement dépassés. Un appel à recueillir 31 millions de dollars pour lutter contre le paludisme dans le pays a été lancé. Les autorités onusiennes et médicales ajoutent que les stocks de médicaments contre la maladie sont pratiquement épuisés au Burundi. Éradiquer le paludisme est aussi une préoccupation au Sénégal. Le chanteur et activiste Youssou N'Dour est engagé depuis longtemps dans la lutte contre cette maladie dans le pays. Le Sénégal vient par ailleurs de signer un accord de financement de 32 millions de dollars, soit environ 19 milliards 740 millions de francs CFA, avec le fonds de développement Lives and Livelihood Fund. Objectif, venir à bout de la maladie portée par un parasite très répandu en Afrique, notamment le moustique. Le chanteur engagé Youssou N'Dour explique les défis de la lutte contre le paludisme au Sénégal. Il est suivi d'un membre du comité exécutif du Lives and Livelihood Fund. Un enfant qui a la malaria, il ne peut plus aller à l'école. Quand on ne peut plus aller à l'école, après, automatiquement, on n'a pas d'emploi, on n'a pas de travail. Donc la pauvreté est toujours là derrière. Donc c'est d'abord un problème de santé publique très important, mais aussi on voit l'impact économique autour de cela et les faiblesses qu'on a parce que la malaria est là.
au niveau du développement de l'Afrique. Au niveau local, je vais vous donner juste un petit exemple. Nous avions ici initié un spot de télévision à 21h. Donc on appelle les gens très connus qui viennent, qui disent « il est 21h ». Est-ce que vous avez pensé à couvrir votre enfant avec les moustiquaires imprégnés, etc. Et ça a bien fonctionné. Tout ce process, je salue. Parce que ce n'est pas aujourd'hui où nous avons fait effectivement des progrès où il faut baisser les bras. Et c'est pour cela qu'il faut encore accélérer la cadence pour arriver à éradiquer complètement le paludisme. Quand on veut éradiquer une maladie, on ne peut penser que le mieux à faire est d'aller dans les endroits les plus touchés par cette maladie. Mais ce n'est pas toujours le schéma à suivre. La stratégie mondiale de la lutte contre le paludisme est d'éradiquer complètement la maladie. Dans les endroits où les taux ont baissé, il s'agit d'arriver à 0 cas de paludisme. Au Bénin, Cotonou a accueilli la 10e conférence de l'Alliance globale du Carité. Les assises ont été clôturées ce mercredi après 3 jours de travaux axés sur la qualité des amendes de karité. Le karité serait pourvoyeur d'emplois et pourrait mieux faire que le coton, tant priorisé par les dirigeants africains. Romuald Vissot pour les détails. Voici les plants qui poussent pour donner ces amendes de karité. De ces graines sont extraits du beurre, de lait de beauté, bref, de différents produits cosmétiques. À cette 10e conférence de l'Alliance globale du karité, l'occasion est propice pour chaque association de producteurs d'Afrique de vendre les qualités de leur karité. On contrôle les qualités en préparant un bouilli avec des herbes pour faire des bonnes amandes biologiques. On a des terrains qu'on a pris là où il n'y a pas des engrais pour faire des amandes bio et puis faire le beurre bio. Si tu prends notre amande, l'amande du Bénin, et tu compares avec d'autres pays, notre amande est meilleure. Seulement qu'on n'a pas eu la chance de nous promouvoir. Puisque dans d'autres pays, leur État a été au-delà des pays étrangers pour les promouvoir. Aujourd'hui, il faut de constater que la Côte d'Ivoire a industrialisé déjà le karité. Vous voyez, nos pots de karité sont différents de tous les autres pots que vous voyez ici. Nous avons par exemple le kari bébé, nous avons aussi le kari beauté, vous avez aussi le kari soin. Tout ça, c'est industriel. À la conférence de l'Alliance globale du karité, les participants ont élu un nouveau bureau directeur. Le bilan du Burkinabé président sortant est tout de même très élogieux. Nous avons pu mobiliser en tout cas des financements à hauteur de pratiquement 14 millions de dollars américains. C'est le Mali qui préside désormais aux destinées de l'Alliance globale du karité. Le nouveau président pense que les dirigeants africains se trompent en accordant plus de valeur et d'importance au coton comparativement au karité. Je dirais que c'est le karité qui peut résoudre le problème du chômage des jeunes. Le karité à lui seul crée plus de 5000 emplois de sa période de production. Si nos gouvernants commencent à comprendre que cette filière est la filière de demain pour les acteurs, vous verrez le monde entier est là aujourd'hui. Et tout le monde a besoin de ces merveilles que Dieu a données à l'Afrique de l'Ouest et une petite bande. S'ils parviennent à comprendre la valeur de la chose et la valeur ajoutée des karités, je crois qu'ils suivront. Au Bénin, le karité est le 3e produit d'exportation. Une attention du politique à travers de bons investissements dans cette filière lui permettra certainement de vite ravir la vedette au coton. La date des élections législatives en Gambie vient d'être annoncée par la Commission électorale nationale. Les Gambiens voteront le 6 avril pour élire leurs députés. Ces élections sont les premières organisées après les présidentielles qui ont porté Adama Barrow au pouvoir. L'Assemblée nationale gambienne compte au total 53 députés, dont 48 élus au suffrage universel et 5 nommés par le président pour un mandat de 5 ans. 239 candidats sont en lice dans la campagne qui démarre ce mercredi pour faire partie du prochain Parlement gambien. À l'international, le conflit syrien sévit depuis maintenant 6 ans exactement. Les Nations Unies qualifient la guerre dans le pays de pire catastrophe provoquée par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale.
L'étincelle de la guerre avait été allumée le 15 mars 2011 par des manifestations pacifiques après l'arrestation et la torture d'élèves soupçonnés d'avoir écrit des slogans anti-régime sur les murs d'Hérat. Durement réprimés, les mouvements avaient dégénéré en une rébellion armée, puis en une guerre civile impliquant de nombreuses forces locales, régionales et internationales. 6 années de conflit ont fait plus de 320 000 morts, 1 million de blessés et plus de 11 millions de déplacés et de réfugiés, soit la moitié de la population d'avant-guerre. L'infrastructure du pays est également en ruine. Pour son entrée dans sa 7e année de conflit, le régime du président Bachar al-Assad semble en position de force face à des rebelles désemparés. Et dans la ville de Sarakeb, dans la province syrienne d'Idleb, la population livrée aux mains des rebelles évoque leurs espoirs de paix et leurs regrets. Mes souvenirs préférés de la Révolution étaient au tout début, des manifestations, quand les gens avaient de l'amour les uns pour les autres. Nous attendions avec impatience chaque semaine pour aller aux manifestations, pour célébrer et être unis. Il y a un désir de liberté pour les choses que nous avions demandées pendant la Révolution, mais le coût a été élevé. Nous avons perdu beaucoup de martyrs, il y a encore beaucoup de détenus emprisonnés dans les prisons du régime. Nous ne nous attendions pas à en arriver là, mais c'est un prix qui doit être payé pour obtenir la liberté. Même si le peuple a été vaincu, il s'est révolté et il ne reculera pas. Comme on dit, ce qui a été pris par la force ne sera récupéré que par la force. Notre premier et dernier objectif est le renversement complet du régime et de tous les oppresseurs. Mais pour le moment, notre principal espoir est de revenir aux objectifs de base de la révolution. Avec la grâce de Dieu, nous espérons que les gens vivent en paix. Nous espérons nous débarrasser des avions et du tyran, que les gens vivent en sécurité et en paix chez eux. C'est tout ce que nous demandons. Autre première, celle au Togo de ce tout premier championnat national de football féminin. L'événement a démarré le week-end dernier. Au total, 16 clubs participent à la compétition. Chacun a reçu une subvention de 500 000 francs CFA de la part de la Fédération nationale, l'équivalent d'environ 760 €. Les matchs se disputent sur 8 stades du pays. L'organisation de ce championnat est l'un des grands défis des nouveaux responsables de la Fédération togolaise de football, élus en février 2016 après une longue crise qui a secoué le football togolais. Le Togo ne possède pas de sélection nationale féminine stable. Des joueuses étaient généralement piochées à la volée dans les clubs, la veille de certaines compétitions locales. L'espoir naît donc avec ce nouveau championnat. Écoutez. Avec le football, nous pensons que nos jeunes filles peuvent quand même s'évoluer et puis aller un peu plus loin. C'est une passion pour nous aussi, comme les garçons. Nous aussi, on veut être des stars comme Adebayor et autres. Donc on attend que ça. Football africain toujours, J-1 avant l'élection du nouveau président de la Confédération africaine de football. Alors que la CAF célèbre ses 60 ans d'existence, le Camerounais Issa Hayatou, déjà à la tête de l'instance depuis 29 ans, brigue un 8e mandat. Le scrutin aura lieu le jeudi 16 mars à Addis Abeba en Éthiopie. L'insubmersible, ou l'éternel comme il est surnommé, le Camerounais de 70 ans Issa Hayatou reste le dernier dignitaire du football mondial, épargné par les affaires qui ont récemment emporté Sepp Blatter ou encore Michel Platini. Et après plusieurs semaines de tensions liées à l'élection de son président, la CAF voit un autre candidat s'opposer à M. Hayatou, le malgache Hamad Hamad. L'élection intervient également dans un contexte de relations moins cordiales avec la Fédération internationale de football, la FIFA, et d'une procédure judiciaire ouverte en Égypte contre la CAF. Pour Hamad Hamad, l'objectif est clair. Le membre de la commission exécutive de la Confédération africaine de football souhaite apporter de nombreux changements au football africain. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. Fin des 100 jours de grève du secteur de la santé publique au Kenya. Le gouvernement et les représentants des médecins sont parvenus à un accord partiel. Environ 5000 otages ont été libérés dans une zone située entre le Nigeria et le Cameroun. Ils étaient retenus par des islamistes de Boko Haram. Et la Syrie célèbre tristement 6 ans de conflit ce 15 mars, 320 000 morts et 11 millions de réfugiés, un crime de guerre selon les Nations Unies. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous jeudi pour un nouveau Vox News. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.